Bonjour à tous et bienvenue sur la table Agri Demain. Vous savez le principe, c'est une table d'hôtes donc où on accueille des agriculteurs Agri Demain, les chefs cuisiniers et nous avons un certain nombre de thèmes tous les jours. Vous voyez aujourd'hui, premier thème, c'est l'UNIFA, donc la santé des sols, comment les acteurs de la fertilisation mobilisent l'écosystème agricole. Nous enchaînerons à 12 heures avec les coopératives U. Comment accompagnons-nous nos agriculteurs dans la transition agricole et quel projet agrovoltaïque pour soutenir l'agriculture française. Donc on attaque sur l'UNIFA et je vais demander d'abord de vous présenter rapidement et votre structure dans un premier tour de table. Très bien, merci beaucoup Gilles. Bonjour à tous, Delphine Gay, donc je suis présidente de l'UNIFA qui fédère l'ensemble des acteurs de la fertilisation, c'est-à-dire les experts de la nutrition des plantes, mais également les experts de la santé des sols, et c'est vraiment le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Jacques. Merci Delphine. Jacques Fourmanoir, je suis cadre dirigeant chez Timac Agro France. Je suis vice-président de l'UNIFA aux côtés de Delphine et président des producteurs des engrais simples et composés en France. Je présenterai Timac Agro un peu plus longuement, mais en quelques mots lors de mon intervention. Jean-Marc Schwartz, agriculteur en Alsace et président d'Arvalis, qui est le premier institut de recherche appliquée de l'agriculture. On travaille sur les céréales à paille, sur le maïs, sur le lin, sur les pommes de terre. Bonjour, Laurent Duillet, je dirige AXEMA, le syndicat des agroéquipements et agro-environnement, donc espace vert et machinisme agricole. Bonjour, je suis Eric Gioval, je suis le président d'Ovinal Fertilisation, donc je suis membre de l'UNIFA, président aussi de la section des fabricants d'engrais organiques et organominéraux à l'UNIFA, et je dirige mon entreprise maintenant depuis 35 ans. Bien, bonjour à toutes et à tous, Ludovic Massacré, je suis agriculteur en Charente, donc vice-président de Agri Demain. Bienvenue donc sur cette table et je suis très impatient de communiquer avec vous mon expérience. Bonjour, François Arnaud, agriculteur dans le sud Vendée, donc céréalier, producteur de blé tendre, de blé dur, de colza, de tournesol, de pois chiches, sur la partie marais argileuse et sur une partie plus argilo-calcaire. Bonjour à tous, Julien Dive, député du département de l'Aisne dans les Hauts-de-France et engagé sur les questions agricoles depuis très longtemps, et j'avais notamment défendu quelques propositions de loi ou dernièrement la loi d'orientation d'avenir agricole, et je sais qu'on aura encore quelques rendez-vous et qui bien sûr vous concerneront dans les semaines qui viennent. Bonjour, Séverine Janot, je travaille chez Corteva, une société de semences, produits de protection des plantes et biological, biostimulants et biocontrôle. Et je suis là en tant que présidente de la section maïs et sorgho à l'Union française des semenciers. Bonjour, Christian Wing, INRAE, ancien directeur scientifique agriculture et aujourd'hui chargé de mission auprès de ma successeur, et intéressé par toutes les questions de production animale, production végétale, sciences humaines et sociales, enfin bref, tout ce qui intéresse tout le monde ici. Merci à tous. Alors vous le savez, nous allons débattre, mais nous avons le plaisir de débattre en petit déjeunant. Donc nous avons la chance d'avoir les chefs Eurotoc qui subliment les produits, la production des agriculteurs et des ambassadeurs Agri Demain. Donc chef Thierry et Philippe, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon pour le petit déjeuner? Je crois que vous avez utilisé le pain qui restait d'hier. Bonjour à tous, donc une recette que tout le monde connaît, le pain perdu. Tout le monde a mangé du pain perdu chez sa grand-mère, donc c'est tout facile, c'est une recette avec des œufs, du lait, un peu de vanille, du sucre, un petit coup de beurre à la poêle et après tout chaud, c'est formidable. Voilà, merci beaucoup et vous patienterez quelques minutes avant de petit déjeuner quand même. Voilà, allez, goûtez. Bien, encore une fois, bienvenue sur cette table. Alors, on a le plaisir d'avoir cette deuxième table, puisque l'an dernier, chère Delphine, on avait déjà une table avec l'UNIFA qui était sur la fertilisation associée. On avait bien débattu sur cette thématique. Cette année, vous avez voulu élargir avec, donc, justement, la santé des sols, puisque la fertilisation santé des sols, vous allez le démontrer, vous allez l'expliquer, il y a beaucoup de relations. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi, justement, tu as voulu aborder ce thème? Pourquoi mobiliser les acteurs de l'écosystème agricole et comment ils se mobilisent sur cette notion de santé des sols?
Exactement. Merci Gilles. En effet, l'année dernière, nous avions abordé l'approche de la fertilisation associée, qui est avant tout un projet concret, un projet collectif et transversal de l'ensemble des acteurs de la fertilisation. Pourquoi ? Pour soutenir les agriculteurs pour répondre aux nombreux enjeux. Alors, à chaque fois, on dit enjeux, défis auxquels aujourd'hui ils doivent répondre. Le principe de la fertilisation associée, c'est en fait d'associer les performances agronomiques, bien évidemment, pour produire, les performances environnementales et les performances économiques pour les agriculteurs. Et cette approche repose sur l'association, l'addition de l'ensemble des solutions de la fertilisation des plantes, mais également des technologies de la fertilisation des plantes. Et donc cette année, tout naturellement, on a voulu revenir sur le sujet de la santé des sols. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sol est le protagoniste majeur de la nutrition des plantes, car c'est dans le sol que tout se passe, tout se déroule. Et pour nous, c'est vrai que j'aime à le dire et à le redire, le sol est l'acteur principal de la nutrition des plantes, et nous allons voir que c'est dans ce sol que toutes les synergies s'additionnent. Alors cette année, en effet, nous avons réuni pour traiter de ce sujet un panel d'acteurs de l'innovation agricole qui vont expliquer comment aujourd'hui ils collaborent, ils recherchent, ils innovent, ils travaillent dans et avec le sol et surtout pourquoi ils améliorent à la fois la santé physique, la santé chimique, la santé biologique des sols, de manière à permettre d'améliorer en permanence et d'aider les plantes à mieux mobiliser l'ensemble des nutriments dont elles ont spécifiquement besoin. Notre travail, encore une fois, c'est d'apporter à la plante les éléments dont elles ont besoin et surtout qu'elles vont effectivement consommer. Et alors, j'avais demandé à Gilles d'aller rechercher un peu de terre sur le salon de l'agriculture parce que, voilà, il a gratté. Alors, bon, voilà, entre nous, c'est pas de la terre, c'est pas du sol, c'est voilà, non, en effet. Donc je toucherai pas, mais en tout cas, ça sent, en tout cas, c'est une belle couleur organique, on va dire de loin, voilà, une belle couleur au moins. Donc on voit beaucoup. Il y a peut-être une truffe, oui, c'est possible. Il n'y a pas beaucoup de vers de terre, je te le conseille. Non, il n'y a pas beaucoup de vers de terre, mais par contre, on voit en tout cas de la matière organique morte, hein, des bouts carrément de branches. On a des racines. Mais voilà, en fait, l'idée de cette table ronde, c'est vraiment de montrer toutes ces interactions que nous avons déjà, bien sûr, les uns avec les autres, et surtout toutes les interactions que nous développons, que nous comprenons de mieux en mieux, tout ce dialogue, toute cette combinaison d'acteurs au sein de nos sols qui permettent à nos plantes qui ne peuvent pas courir, qui ne peuvent pas bouger, de pouvoir récupérer tous les nutriments dont elles ont besoin. Et je vais tout de suite donner cette terre magnifique à Christian, parce que je sais qu'il va nous expliquer plus en détail ces différentes santé du sol. Alors effectivement, tu as déjà quand même bien campé le sujet, mais on a quand même notre scientifique autour de la table, un des scientifiques que l'on connaît bien, que tu étais déjà l'année dernière à cette table. Donc c'est vrai que la santé des sols, ça regroupe beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut en déduire, pour lancer un peu le sujet, qu'un sol sans fertilisation est un sol mort ? Merci pour la question. Le terme santé des sols, il interroge en fait. La santé, c'est quoi ? C'est la santé d'un individu. On ne parle pas de la santé d'une machine. Donc ça fait l'hypothèse, on pose l'hypothèse que le sol, il est vivant. Et en fait, vivant, ça veut dire quoi ? Si nous, on est un organisme vivant, on a une frontière. Et on a tendance à considérer le sol comme étant une frontière, quelque chose qui est borné. Et en fait, dans la réalité, ce n'est pas vrai. Un sol est un écosystème, avec un écosystème qui n'est en tant que tel même pas borné parce qu'il est en interaction avec tout ce qu'il y a autour. Et donc on doit comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. Il est très compliqué, et il est très compliqué à faire fonctionner. Et quand on parle de santé, c'est qu'on fait l'hypothèse qu'il doit fonctionner plus vite, avec une volumétrie, une quantité d'interaction qui augmente. Alors, pour donner les grandes masses, vous prenez parmi les écosystèmes les plus riches qu'on utilise beaucoup en agriculture, c'est la prairie qui est globalement l'écosystème le plus riche. Vous regardez, faites une coupe dans une prairie, vous avez en moyenne, tout au long de l'année, 1,5 tonne de vaches au-dessus. Vous avez 3 à 4 tonnes d'herbes qui poussent,
3-4 tonnes de racines en dessous, parce que la prairie, on a accumulé au fil du temps. Vous avez 1,5 tonne de vers de terre et vous avez 5 tonnes de micro-organismes. Tout ça, c'est vivant. C'est ça l'écosystème que l'on doit regarder. Et au cœur de ça, ce qui fait et la fertilité et toutes les qualités physiques d'un sol pour qu'il draine correctement, mais qu'il stocke de l'eau en même temps, qu'il favorise des tas de choses, il y a au cœur de l'histoire des micro-organismes. Les micro-organismes, comme c'est dit dans l'ouvrage que tu as là, L'origine du monde, qui n'est pas l'origine du monde de Courbet, mais l'origine du monde de Marc-André Solos, à la page 100 de l'ouvrage, et voilà, on en parlait tout à l'heure, vous avez justement ce qui booste la vie des micro-organismes. Et en fait, ça fonctionne comment, ce bazar-là? Les micro-organismes, ils ont faim en permanence. Les micro-organismes, ils vont consommer du carbone, et le seul carbone qu'ils peuvent avoir, c'est le carbone qu'ils récupèrent à partir de la photosynthèse, de ce que les racines des plantes vont sécréter. Il y a beaucoup d'exudaracinaires, et les racines, elles meurent en permanence, donc elles libèrent du carbone. Plus il y a de carbone à manger, plus il y a de micro-organismes, donc le volume augmente, et c'est ces micro-organismes-là qui vont augmenter la quantité de carbone séquestré dans le sol. Donc on a besoin, et je pense qu'en termes de politique publique, c'est un truc qui est absolument majeur, c'est qu'il faut que les sols soient couverts le plus longtemps possible. Quand on parle de culture annuelle, ça induit un biais cognitif qui est qu'on pense qu'un blé, c'est 1 an. Un blé, c'est 8 mois en France. Un maïs, même encore moins. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du reste du temps? Il faut le couvrir obligatoirement pour donner à manger à ces petites bêtes en dessous. Donc ça, c'est la partie carbone. Et on a besoin de minéraux, azote, phosphore, potassium et quelques autres. Et ceux-là, soit ils sont présents dans le milieu, et on les utilise, et certains micro-organismes ou certaines interactions avec les plantes augmentent la biodisponibilité. Par exemple, si vous avez un problème de phosphore, on a beaucoup de phosphore, mais il est totalement insoluble, eh ben, vous collez un truc qui s'appelle le sarrasin, par exemple, qui va augmenter la biodisponibilité en phosphore. Et encore une fois, il va augmenter la biodisponibilité parce que ça sera un échange avec les micro-organismes. Vous pouvez aller en chercher en profondeur. Par exemple, dans les loess allemands, il y a des techniques de labour qui permettent de remonter de la minéralité qui est en dessous. Et puis le complément, mais ce n'est pas le point d'entrée, c'est le complément, c'est la fertilisation. Et une fertilisation qui doit être réfléchie en fonction des besoins des plantes, mais en fonction de tout cet énorme pool. Et quand on parle d'exploitation agricole, il ne faut pas que ça devienne une exploitation au sens minier du terme, où on peut pomper pendant très longtemps dans ce sol, et de fait, on peut le faire, mais au bout d'un certain temps, on tape un peu trop bas, et donc c'est à ce moment-là, il ne faut pas arriver là, il faut avoir une vision à très long terme, et donc se maintenir en bonne santé, c'est prévenir de ne pas tomber malade. Il faut le regarder comme étant la vie d'un écosystème. J'ai peut-être été un peu trop compliqué, Gilles, mais... Merci Christian, tu es comme toujours, si tous les scientifiques parlaient comme toi, on comprendrait. Donc très imagé, merci beaucoup. Alors, n'oublions pas le sujet, c'est comment les acteurs de la fertilisation se mobilisent. Alors les acteurs, on en a autour de la table, et je vais demander donc à Éric Gioval, non pas de se présenter, mais de dire justement qu'est-ce que vous faites pour agir sur la santé des sols. Je crois que vous travaillez sur la notion d'engrais élaboré. Qu'est-ce que ça recouvre dans votre entreprise? Alors, de façon très simple, Christian vient de l'expliquer, le sol, c'est un gastronome, comme nous. Il se nourrit, il lui faut de l'énergie, son énergie, c'est le carbone. Nous, les fabricants de la section des organiques et des organominéraux, ça fait longtemps qu'on associe les fertilisations. Donc l'organique avec le minéral, le carbone d'origine animale et le carbone d'origine végétale, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de ces résidus carbonés qui vont permettre aux micro-organismes de se nourrir. Ça fait longtemps aussi qu'on travaille sur le vivant en sélectionnant des matières d'origine organique, soit végétale, soit animale, qu'on va ensuite assembler selon des procédés qui sont très caractérisés et qui sont éprouvés, donc de l'hygiénisation, de l'enrichissement pendant des périodes de compostage, de la formulation, pour en faire des produits qui sont très élaborés. En gros, des produits qui sont clés en main et qui vont permettre d'entretenir ces différentes synergies sur les santé du sol, que le soit, c'est exactement ce que vous voyez sur le schéma, ces synergies, qu'elles soient au niveau du sol sur les santé physiques, biologiques et chimiques. Parce qu'à un moment, il faut amener de la structure pour améliorer le sol physiquement. Ensuite, il faut amener du carbone qui soit disponible pour les micro-organismes.
Mais il faut surtout que ce carbone-là, il soit disponible pour les micro-organismes et qu'il ne s'évapore pas ou qu'il se dégage sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est important que l'équilibre entre les différentes santé soit bien préservé. Ce que je voudrais dire, c'est que de façon, ce que nous faisons nous, chez Ovinalp, on a extrait de notre principe actif, de notre compost, des micro-organismes. Alors on a travaillé pour le faire avec Marc-André Sellos, Muséum d'Histoire de Paris, ce qui était dans notre produit, dans notre principe actif. On en a extrait des bactéries d'intérêt agronomique qui vont favoriser ce qu'il y a dans le sol, c'est-à-dire l'assimilation de l'azote, du phosphore, de la potasse ou du fer, mais ou ce qu'on va réamener dans le sol pour justement optimiser la nutrition d'un grand sportif qui est le sol. Parce que globalement, un sol, c'est un gastronome, mais c'est aussi un grand sportif. On lui demande de répéter des efforts de façon régulière. Alors, pour ça, on a besoin aussi des scientifiques, parce que l'innovation, on le passe par là. Il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, partager les savoirs entre les différentes technologies, que ce soit avec l'IA, le machinisme, les semenciers. Mais nous, ce qu'on a fait, on a édité un petit livre qui est comprendre et... On va changer le micro. Donc, c'est comprendre ce qui se passe sur ces santé physiques, biologiques et chimiques, pour pouvoir faire les bons choix et surtout faire les bons investissements. Alors moi, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis aussi agriculteur dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. Je suis producteur de pommes. Ma réflexion, elle est toujours la même. On est des paysans, on cultive le paysage. Mais par contre, quand on investit de l'argent, quand on est agriculteur, on cherche souvent des produits qui ne sont pas chers. Parce que quand ça nous paraît trop cher. La réalité, oui, pardon. La réalité, c'est jamais combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Moi, dans mon exploitation, ce que je regarde, c'est la rentabilité du capital que j'investis. Donc, faire aussi le choix d'un bon organique ou d'une bonne fertilisation, que ce soit synergique, je dirais, c'est très important. Voilà. Merci Eric. Alors, deuxième acteur justement de la fertilisation autour de la table, Jacques Fourmanoir, tu l'as dit, de Timac Agro. Donc d'autres approches sont aussi mobilisées, elles sont complémentaires à ce qui a été présenté. Alors Timac Agro développe quel type de produit et comment tu interviens par rapport à la santé des sols, notre sujet d'aujourd'hui? Si tu le permets, Gilles, je souhaiterais d'abord dire bonjour à tous, à nouveau, tous qui nous écoutaient ici ce matin. Et Delphine, je suis vraiment ravi de faire partie de cette table ronde. Je vais pouvoir, Eric, m'exprimer, mais sans pouvoir reproduire ton si bel accent du Sud. Moi-même, comme M. Dive, étant plutôt originaire de l'autre géographie de la France, le Nord. Gilles, je vais donner quelques mots de Timac Agro France pour mieux situer une de nos innovations qui travaille sur la santé du sol, telle que Christian, vous l'avez, à mes yeux, parfaitement explicité. Timac Agro France est d'abord une société industrielle et commerciale qui s'est développée depuis 65 ans dans le métier de la fertilisation, qui est aujourd'hui positionnée en France et au total dans 42 pays. Et Timac Agro France s'est développée par l'innovation. L'innovation pour Timac Agro France, c'est la création d'additifs agronomiques biosourcés. Ces additifs agronomiques sont par la suite associés avec des matières minérales ou des matières organiques, de façon à ce que cette association permette une meilleure efficience des nutriments que ces matières minérales ou organiques pour bien alimenter les cultures. En réalité, vous mettez moins de nutriments, mais par leur efficience majorée par les additifs agronomiques, vous pouvez produire davantage de biomasse, ce qui d'ailleurs améliore le bilan carbone de l'exploitation. Une question que nous nous posons très régulièrement, compte tenu, Christian, vous l'avez laissé entendre, de l'extrême diversité des sols que nous avons, tant en métropole que dans les Outre-mer, que nous n'oublions pas, comment faire pour que l'agriculteur puisse disposer, pour ces sols, d'une solution à la carte, et non pas d'une solution toute faite, qui serait certainement antagonique, en tout cas à l'opposé de cette diversité
et de ce besoin de solutions à la carte. Nous appuyons sur 3 piliers pour valoriser cet écosystème. 3 piliers. Le premier pilier, 8 sites industriels à proximité des grands bassins agricoles qui permettent aux agriculteurs d'ailleurs de trouver des produits adaptés en termes de composition à la diversité des cultures, adaptés à la diversité des sols, mais aussi adaptés aux modalités d'épandage, selon qu'on est en liquide, qu'on est en solide, granulé, poudre, micro-granulé, avec tous les conditionnements que nous pouvons imaginer en vrac ou en sac Big Bag recyclé. Deuxième pilier, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un réseau de 400 experts qui chaque jour rencontrent 2000 agriculteurs de façon à ce qu'auprès de chacun d'eux, ils puissent établir un diagnostic de leur situation personnelle, diagnostic parcellaire, diagnostic d'exploitation. Deuxième étape, présenter une solution à la carte. Et puis troisième étape, de proposer un suivi pour être assuré que ces solutions proposées sont conformes en termes de résultats à ce que l'agriculteur est en droit d'en attendre. Et enfin, troisième pilier, là j'arrive à l'innovation directement, nous avons un centre mondial de l'innovation à Saint-Malo, dont 80 personnes, chercheurs dédiés à la recherche, sont en collaboration, sans collaboration nationale ou internationale, et Christian en France, avec l'INRAE, puisque un accord ici même il y a un an a été signé entre Timac Agro France et l'INRAE pour travailler sur la meilleure efficience de la fertilisation. Alors j'en viens, et d'ailleurs un support vous sera certainement présenté, pour vous présenter parmi nos 16 gammes de produits, production végétale, l'une d'entre elles, qui s'appelle Minactive, qui intervient directement sur les sols. Minactive est une innovation éprouvée, puisque cette innovation a été construite entre 2011 et 2014, Christian, avec l'INRAE de Dijon, oui, notamment le Génosol. Ça se voyait, elle était claire. Vous voyez bien le Génosol, qui est prodigieux hein, en termes de compétences en microbiologie des sols, c'est remarquable à mes yeux. C'est unique au monde. Nous avons eu la chance de pouvoir mettre au point Minactive avec les chercheurs de l'INRAE. Minactive, c'est une gamme qui a un additif agronomique qui s'est trouvé construit au travers de 2 extraits végétaux, un extrait de levure. Cet additif agronomique est associé à du phosphore ou de la potasse minérale. Et l'homologation qui a été délivrée par l'ANSES affiche que par cet additif agronomique, nous obtenons une dynamisation de la vie microbiologique des sols, laquelle dynamisation de cette vie microbiologique des sols permet une meilleure transformation de l'azote organique en azote minéral qui devient disponible pour les plantes. Ce qui fait que les plantes peuvent trouver sur ce support minéral phosphore-potasse une alimentation dynamisée en azote. Je terminerai en exprimant l'idée que cette gamme Minactive aujourd'hui, pour 80%, 85% même de ses volumes depuis 10 ans, sont destinés aux éleveurs, notamment aux prairies naturelles, qui nous disent constater depuis 10 ans une amélioration de leur volume de production à hauteur, c'est considérable, hein, d'1 tonne à 1,5 tonne de matière sèche sur les prairies naturelles, en fonction des régions, en fonction des années, et que cette matière sèche supplémentaire se trouve enrichie, améliorée en teneur protéique, avec l'équivalence de 300 kg de soja sur la partie travaillée avec Minactive, comparée avec une partie travailler sur une fertilisation minérale plus traditionnelle. Et je terminerai enfin pour dire que sur le plan pratique, parce qu'une innovation, à mon avis, n'a d'intérêt que si dans la pratique de la vie de l'agriculteur, elle est commode d'emploi, c'est une gamme qui s'appuie sur un support en granulé qui peut s'épandre à hauteur de 300 kg à l'hectare. Avec des big bags de 600 kg, vous travaillez facilement sur 2 hectares avec des épandeurs tout à fait traditionnels. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce propos vous aura donné aussi l'envie de découvrir les autres gammes innovantes de Timac Agro France en lien avec la santé des sols. Certainement, merci Jacques. Alors on devait conclure avec notre élu, le député de l'Aisne, Julien Dive. Julien, je sais que vous êtes appelé à partir un peu plus rapidement, donc on ne peut pas parler d'engrais aujourd'hui sans monter sur la chaise en criant souveraineté, souveraineté. Mais
les engrais participent à la souveraineté alimentaire, mais vous le savez mieux que nous, les engrais, on les importe de Russie, qui finance la guerre. Donc, est-ce qu'on n'a pas oublié la souveraineté industrielle, puisque malheureusement, il n'y a plus de sites de production en France d'engrais, ou pratiquement plus. Non, mais je vais tout de suite lui répondre. Non, il n'y a plus de site. Non, non. Là, déjà, non, non. Autour de la table, vous avez. On en a 8. On représente. Voilà, Jacques a expliqué qu'il a eu 8 sites de production. Au sein de l'UNIFA, nous représentons 35 entreprises productrices de fertilisation. Nous avons plus de 85 sites de production, de distribution répartis sur l'ensemble du territoire. Donc oui, nous avons encore un tissu industriel, un tissu de producteurs d'engrais, mais en effet, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à une situation un peu particulière depuis le début de la guerre en Ukraine, où nous avons bloqué les importations du gaz russe, mais les Russes ont détourné cette dépendance au gaz par une dépendance aux produits. Ils ont intégré leur engrais dans leur économie de guerre, en inondant le marché avec des engrais qui sont systématiquement vendus moins cher pour financer en effet leur effort de guerre. Voilà, je raccourcis. Merci de cette correction. Bien, bonjour à toutes et à tous et désolé de devoir partir prématurément, mais j'essaie de tuiler différentes tables rondes et j'en ai une juste après sur le libre-échange. Ouais, on parle de souveraineté, on sera aussi dans un débat. D'abord, rappeler une chose, ça fait du bien d'entendre aussi la science et parler de science dans le débat public parce qu'on voit parfois que l'usage des positions scientifiques est utilisé pour alimenter des positions dogmatiques. Et je ne dis pas que la science doit alimenter d'autres positions dogmatiques, mais simplement rééquilibrer pour qu'on ait un débat le plus éclairé possible, permettre aux législateurs, aux décideurs politiques de prendre des décisions les plus éclairées et les plus justes qui soient, pour à la fois répondre aux enjeux de la société, aux enjeux environnementaux et aux enjeux de souveraineté alimentaire. Et tout ça participe à un équilibre qu'on doit savoir trouver. Et je le dis parce que parfois, j'entends dans des débats à l'Assemblée ou sur des plateaux TV, certaines positions de politique alimentées par, en tout cas, ils prétextent parfois des positions scientifiques pour alimenter leurs positions dogmatiques. Et je pense que c'est utile de rééquilibrer les choses. Tout ça pour dire que déjà, on parle de santé, on parle des sols. Le législateur s'est emparé aussi un peu de cette question lorsqu'il s'est agi de débattre de la loi d'orientation d'avenir agricole, avec aussi une question qui a été posée sur la santé des sols. Et ça a du sens parce que le sol, c'est plus qu'un outil, un partenaire, puisque vous l'avez personnalisé au travers d'un champion sportif ou au travers d'un gastronome. Donc c'est un partenaire pour l'agriculteur. Moi, je considère que c'est aussi un patrimoine qu'on hérite en tant qu'agriculteur, qu'on entretient, qu'on alimente, qu'on fait vivre par la rotation culturelle, quand c'est un sol qui est travaillé, et qu'on transmet. Et donc forcément, en tant que patrimoine, on doit le valoriser, le bichonner, l'enrichir quand on peut l'enrichir, mais surtout s'assurer qu'on le transmet à un sol toujours fertile. Et je pense que c'est l'enjeu auquel on est bien sûr confronté. Et vous, en tant qu'industriel, en tant que chercheur, en tant que responsable, et agriculteur, on a tous bien ça à l'esprit. Ça suppose aussi que celui qui va le travailler le connaisse, son sol, connaisse la texture, connaisse la physionomie, le maîtrise parfaitement. Et ça démontre à quel point le métier d'agriculteur a évolué sur les 40-50 dernières années. C'est un métier qui a énormément évolué à bien des égards, mais aussi sur ce qu'on demande à l'agriculteur, de bien connaître son sol pour bien le transmettre. Et ça, je le dis, quand on a fait la LOA, on l'a fait aussi dans cet esprit-là, de pouvoir donner les outils et les moyens aux jeunes agriculteurs qui s'installent demain de bien maîtriser leur sol. Je n'ai pas encore répondu à votre question, mais j'y viens. Maintenant, on parle beaucoup de souveraineté. Et c'est pour cette raison qu'on a un salon d'agriculture qui est positionné sous l'esprit du rebond, sous l'esprit de la souveraineté. On a même un ministère qui porte depuis quelques années le terme souveraineté dans cette terminologie. Souveraineté, c'est la maîtrise de notre production. C'est bien sûr donner les armes aux agriculteurs pour produire et répondre à une attente sociétale, de reconquérir cette souveraineté sur la production, mais c'est aussi la semence. J'avais ce débat l'an dernier sur la question de la souveraineté en semences, et vous avez raison, si on tire la pelote de laine,
c'est la souveraineté en fertilisants, en engrais. Et heureusement, vous l'avez rappelé, heureusement que nous avons des industriels sur le sol français qui ont aujourd'hui une capacité de production, une capacité d'approvisionnement d'engrais pour les agriculteurs. Mais ce n'est pas parce qu'on les a qu'il faut ne pas s'en inquiéter. Et évidemment qu'il y a des conquêtes qui sont menées par certaines nations, et vous avez parlé de la Russie à dessein. Il n'y a pas que la Russie, hein, en réalité, il y a d'autres nations qui ont aussi cette opération de conquête du marché des engrais en Europe et en France en particulier. Il nous appartient d'assumer, je trouve qu'on n'a pas trop ce débat en réalité, d'assumer une volonté de souveraineté. Parce que quand on parle d'engrais, on a tout de suite sur le dos, pardon si je mets les pieds dans le plat, mais on a tout de suite sur le dos certains responsables qui vont nous dire « polluez, vous polluez ». Mais non, non, pas unique. Ça ne se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe que vous l'imaginez. Donc ce débat sur la question de la souveraineté engrais, on doit savoir l'assumer. Moi je l'assume, maintenant il faut aussi qu'on ait d'autres personnages politiques qui l'assument. À commencer par les responsables ministériels. Merci, monsieur le député. Est-ce que vous nous ferez le plaisir d'être dans la table suivante pour... Donc vous êtes dans le sol et également dans l'agrivoltaïque. Très bien. On continue. Effectivement, le sol, c'est bien sûr la semence. Et donc on a une représentante de l'UFS. On parle de lit de semences. Donc là aussi, c'est la vie vraiment qui est très importante. Quelles sont les collaborations qu'a l'UFS, notamment avec les acteurs de la fertilisation ? Donc effectivement, la semence, c'est le début de l'histoire pour la culture. Tout passe par la semence. Et la semence a beaucoup, puisqu'on a parlé beaucoup d'interactions avec la santé des sols. Donc la semence a l'interaction avec le sol. On a parlé des micro-organismes, etc. Donc c'est très important. Et donc nous, dans la sélection, ce qui est important, c'est, comme on a rappelé plusieurs fois, il y a une diversité des sols en France. Et aujourd'hui, il faut avoir ces variétés qui vont répondre aux enjeux de cette diversité des sols. Et donc le plus important au niveau de la sélection, chez nous, c'est de vraiment tester le comportement des variétés en fonction de cette diversité du sol et les interactions qu'on peut avoir aussi. Donc c'est important parce qu'une semence toute seule n'est pas suffisante. Donc c'est bien d'avoir l'interaction avec le sol et tout ce qui va être sur la fertilisation associée. On a parlé des couverts, etc. Puisqu'on a des enjeux au niveau de la semence. La première, c'est qu'une fois qu'il y a la semence, il faut que la plante se développe. Et souvent, on demande une vigueur importante au départ pour que la plante puisse se défendre, parce qu'on parle de la santé des sols, mais dans le sol et à l'extérieur du sol, il y a aussi ce qu'on appelle des ravageurs, par exemple. Donc, il faut qu'elle puisse se développer. Donc, aujourd'hui, nous, on est à la base de l'histoire, mais l'objectif, c'est qu'on travaille aussi en interaction avec l'ensemble des acteurs qui vont aussi jouer sur ces interactions avec le sol. Moi, depuis 3 ans, j'ai ressorti mes Soltner que j'avais à l'école, qui me servait moins, mais là j'ai repris les Soltner, donc c'est moins moderne que Monsieur Sellos, pour comprendre vraiment ces choses-là. Et donc il y a vraiment l'interaction, on a parlé ici quand on a vu les résultats avec l'importance du développement des racines, donc ça je pense qu'il y a toutes ces interactions à faire parce que la plante doit aller chercher pour se nourrir et développer les racines. Moi j'aime bien faire le tour avec l'équipe de sélection chez moi parce que ce qui est intéressant c'est qu'on va tester les mêmes variétés à 2 ans avant de les sortir. Et suivant les sols, ce n'est pas les mêmes qui vont ressortir. Et on voit vraiment certaines variétés qui vont être adaptées à des sols plutôt riches, une bonne santé des sols. Et d'autres, on aime bien aussi les tester dans des conditions extrêmes de gestion du stress pour voir quelle variété va pouvoir ressortir. Et ensuite, comme vous, pour les solutions, etc., c'est pouvoir conseiller la variété suivant la condition, etc. Donc on ne peut pas avoir développé non plus une variété, d'où l'importance de la sélection. Après, notre enjeu qu'on a, c'est qu'un sélectionneur, il sélectionne, c'est comme l'équipe de foot pour la Coupe du Monde, mais c'est dans 10 ans. Donc il faut qu'il anticipe aussi ce qui va arriver au niveau de l'agriculteur, c'est-à-dire que la santé des sols reste importante, quelle va être la réglementation, est-ce qu'il va avoir des contraintes supplémentaires. Il y a les enjeux, on parle de réchauffement climatique aussi, mais pour nous, pour l'instant, c'est aussi, on parle du climat, mais il y a les ravageurs, il y a les impacts sur le sol. Donc il faut qu'on prenne tout ensemble ça. Et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble dans ces interactions-là, parce que la semence toute seule n'existe pas et dépend des sols et de nombreux acteurs autour. Merci Séverine. On va peut-être donner la parole aux agriculteurs. Est-ce que je peux juste poser une question à Séverine et pour faire rebondir Christian, parce qu'en fait, en effet, on sait que les plantes aujourd'hui communiquent, ont différents moyens pour communiquer avec tous ces micro-organismes.
pourquoi elle communique avec ces micro-organismes pour dire est-ce que tu peux m'aider à mobiliser des nutriments, des éléments minéraux par exemple, qui sont à côté de mes racines. Alors j'ai lu dans ce très bon livre justement des molécules qu'on appelle les sidérophores. C'est passionnant ce sujet, mais en fait ils se sont rendus compte que dans la création variétale, la recherche variétale, on avait sélectionné tout un tas de critères comme tu l'as très bien présenté. Est-ce qu'aujourd'hui, on va reprendre, essayer de refaire, de développer ces interactions au niveau des variétés pour faire en sorte qu'elles reprennent ces outils qu'elles ont peut-être mis de côté? On s'aperçoit que les plantes, étant donné qu'on les protège, qu'on les nourrit, vont abandonner certains mécanismes naturels. Et c'est pour ça que je voulais avoir un peu le retour à la fois de Séverine et de Christian sur cette approche, comment on redémarre ces signaux qui sont présents dans la génétique de nos plantes pour faire en sorte d'améliorer encore plus cette interaction entre la fertilisation et la variété en tant que telle. C'est vrai que nous, on continue beaucoup la recherche sur les interactions sol-semences pour voir un peu le comportement. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans les conditions extrêmes et de comprendre pourquoi telle variété ressort plus qu'une autre. Il y en a une que j'ai vue en visite d'essai maïs, c'était impressionnant. Elle sortait pas bien du tout dans les sols classiques, mais dans les sols un peu dans les extrêmes. Par contre, on voyait qu'elle ressortait le mieux. Elle avait un remplissage des grains magnifique, un beau port, etc. Et donc, on va chercher derrière, nos chercheurs, sélectionneurs vont regarder aussi un peu plus quels sont le rôle, voilà, pourquoi celle-là se développe, comment elle a développé ses racines, qu'est-ce qu'elle aurait besoin, etc. etc. Alors, quand on fait de la sélection, ce que Séverine vient de dire, on analyse la valeur du génotype et on est obligé de prendre en compte l'interaction génotype-environnement-conduite. La conduite, c'est la fertilisation, et l'environnement, on ne savait pas trop. On a très souvent limité l'environnement à la dimension physique, et c'est là-dedans qu'on va trouver toute la dimension biologique. Et donc la question, elle est d'interpréter, comme vient de dire Séverine, donc pour comprendre, mais on peut aussi aller un cran plus loin, c'est qu'est-ce qu'on est en mesure d'apporter à une semence quand on la sème en matière de micro-organismes. Y a-t-il des micro-organismes qu'on peut apporter qui vont permettre d'aller plus vite dans la croissance et dans ces éléments-là? L'exemple qu'on connaît tous, c'est la truffe. On obtient une truffe parce qu'on biotise un plant. Ce n'est pas ce qui fait maximiser la vitesse de croissance du plant, mais on obtient le résultat qu'on cherche. Et sur les semences, c'est ça. L'étape d'après, ça va être ça. Et on découvre aujourd'hui qu'en fait, que le vivant est beaucoup plus compliqué que la réduction qu'on en fait. Entre la semence qui germe et les micro-organismes qu'on met autour, il y a toute une série de molécules qui assurent le dialogue, qui pour une part vont ressembler aux molécules qui sont mises en œuvre quand une plante se défend contre un pathogène. Parce que tout ça, un pathogène, en fait, c'est juste un micro-organisme qui a pris la mauvaise direction. Donc, il y a un dialogue extrêmement fort entre une plante et tout ce qui l'entoure, et c'est ça qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, on a des outils. Jacques, tout à l'heure, mentionnait Génosol. On a des tas d'outils aujourd'hui qui permettent de faire du séquençage à très très haut débit et en très grande profondeur de toutes ces communautés-là. On a besoin de comprendre et après d'en faire des leviers d'innovation. Merci. Alors on va passer quand même à des acteurs qui comptent un petit peu aussi autour de la table, les agriculteurs. Donc on avait déjà François l'an dernier qui était à la table. Merci encore d'être là, François. Donc est-ce que déjà, François, tu avais conscience de tout ce qui était fait en amont et des modèles en quelque sorte qui te sont dédiés pour améliorer encore une fois de manière efficiente l'utilisation des engrais? Et depuis l'an dernier, est-ce que les choses ont changé déjà d'une année sur l'autre? Tu nous montreras, je crois, sur ton téléphone un certain nombre d'outils que tu utilises pour prouver justement que la complexité du métier, mais aussi l'efficience, encore une fois, de l'utilisation. Oui, merci d'avoir des tables rondes pour parler du sol, parce que vraiment, c'est notre outil de travail. On est vraiment très, très conscient qu'on doit le préserver, mais avant de le préserver, il faut bien le connaître. Et ça fait quelques années maintenant, parce que moi, ça me passionne de voir ce qui pousse, mais aussi de voir ce qu'on ne voit pas, enfin de comprendre ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire sous la terre. Et donc, il y a quelques années déjà, j'ai travaillé là-dessus. Donc, j'apporte en fait mon témoignage par rapport à tout ce qui est dit depuis tout à l'heure. C'est que on a fait des analyses de sol. En fait, on est reparti des micro-parcelles de 1950, où dans nos grandes parcelles aujourd'hui, eh bien, ça fait suite à une succession de petites parcelles. Et on a donc fait des analyses sur l'exploitation. J'ai fait plus de 5000 analyses de sol, ce qui m'a permis en fait de zoner toutes mes parcelles.
Et depuis, on a fait aussi de la conductivité, de la résistivité hein, de ça. On a fait des profils de sol pour voir les réserves en eau. On a combiné tout ça. Et puis aujourd'hui, ça me permet de faire des applications intraparcellaires très précises en fonction de ce qu'on a mesuré, en fonction des besoins de la plante. Donc tout ça, il y a des interactions. Et donc c'est vraiment partie de la connaissance. Vous avez tous parlé de connaissance et c'est vraiment ça le début de l'histoire en fait. Ensuite, eh bien pour mettre tout ça en musique, il faut des algorithmes, il faut du matériel. Donc là, j'ai travaillé, pour ne pas le citer, donc avec BIAPI, qui ont donc toute cette mise en place en fait de cartographie. Tu peux nous montrer, François, nous montrer. Et puis du coup, effectivement, on a ce genre de type aujourd'hui ce type de carte, donc qui me permet de voir donc les types de besoins en fonction du sol. Donc ça me permet, par exemple, dans des endroits de mettre 10 kilos d'engrais ou 100 kilos, et ça me permet donc de zoner. Alors effectivement, j'en étais au matériel. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'était bien joli d'avoir tout ça, mais c'était aussi de pouvoir vraiment le mettre en place. Donc tout le monde se parle pour que ça se connecte, pour que les interfaces se reconnaissent. Ça, c'est une parcelle à chaque fois. Hein, donc ça, c'est une parcelle. Voilà. Donc on retrouve en fait mes micro-parcelles. Vous voyez que c'est très hétérogène en fonction de l'historique, en fonction des prairies qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas. Et donc je n'ai pas les mêmes besoins et donc les mêmes apports sur chaque micro-parcelle. Et donc, oui, pour en revenir au matériel, c'était important que tout ça se connecte bien. Et aujourd'hui, on a des choses qui fonctionnent plutôt très bien avec le distributeur d'engrais, le tracteur, plus aussi le satellite qui nous permet en direct donc, de mesurer la biomasse de la végétation, des plantes. Et tout ça combiné, eh bien, ça nous permet de faire des applications très précises d'engrais. Ce qu'on attend aussi maintenant, c'est ce qu'on aimerait bien en fait, c'est de pouvoir encore aller plus loin. Comme on l'a mis en place, on est parti donc d'une connaissance à un moment donné. On applique tout ça, ça serait pouvoir de continuer à le suivre, mais en fait pratiquement avec du direct. C'est-à-dire que voilà, j'arrive dans mon terrain, je suis parti d'une analyse à un moment donné, j'ai fait ça pendant plusieurs années, et de pouvoir continuer à l'appliquer, mais en fait en instantané. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on va y venir. On va pouvoir aller plus loin. L'interaction avec les variétés et tout le travail qui est fait par les semenciers est très important pour nous parce qu'effectivement, on n'a pas du tout le même comportement, les mêmes réactions au niveau des plantes et au niveau des variétés en fonction du type de sol. Donc toute cette connaissance-là est essentielle pour nous. Et puis, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que en fait, c'est vraiment passionnant de savoir tout ce qui se passe dans le sol. Et on n'en parle pas assez souvent parce qu'on est souvent attaqué en disant les agriculteurs font plus ou moins n'importe quoi. Et c'est vraiment pas le cas parce qu'on a bien pris conscience que c'était notre outil de travail et qu'on en prend soin. Et c'est très passionnant. Merci François. Alors, et on reviendra sur un autre avis complémentaire de Ludovic, un agriculteur, mais il y a un organisme qui est très important, justement parce que c'est Arvalis, parce qu'il a comme rôle justement de conseiller les agriculteurs. Donc comment fait Arvalis aujourd'hui pour intégrer toutes ces évolutions? Et on va parler de l'IA, après on va parler du machinisme, pour justement apporter un conseil aussi, là aussi, le plus approprié, le plus efficient à l'agriculteur. Merci Monsieur le Président. Arvalis a déjà un rôle, c'est de fournir des références, de fournir des conseils aux agriculteurs, mais pas que. C'est bien accompagner l'ensemble de la filière, que ce soit les collecteurs, que ce soit les transformateurs, mais en premier lieu, effectivement, les agriculteurs. Ça a été dit, le sol, c'est notre outil de travail. Moi, j'irais même plus loin, ça reprend un peu ce qui a été dit. Le sol, c'est notre capital. Et sur le capital poussent nos enfants qui sont les plantes. Et les plantes, elles se nourrissent. Et elles se nourrissent dans le sol. Et le sol, donc, c'est un peu la salle à manger. C'est à la fois la salle à manger et le réfrigérateur de la plante. C'est là qu'on stocke les aliments. On a beaucoup d'images aujourd'hui, c'est super. Et ça parle. Et comme dit, cette salle à manger, on l'entretient tout au long de l'année. Même si une culture est en place que 6 mois, que 4 mois, il y a besoin de l'entretenir pour qu'au moment où la plante soit mise en place, elle puisse pousser et aller au bout de sa croissance.
Donc nous, à Arvalis, pour accompagner tout ça, pour donner des références, on accompagne par le conseil, mais avant de faire le conseil, et ça a été dit par François, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sol. Parce qu'on ne voit pas ce qui est en dessous, et c'est vrai que c'est un monde qui paraît inconnu. Pourtant, à travers les analyses de sol, on arrive à le connaître. Donc au niveau d'Arvalis, on a mis en place CHN, qui permet de piloter par exemple l'azote au plus près des besoins de la plante. On a aussi à travers Aurea, qui est une filiale d'Arvalis, qui est le premier laboratoire d'analyse des sols de France, on a mis en place le projet Agroécosol. Donc c'est un projet très ambitieux, mais qui va être prochainement mis en place, qui est même disponible. Donc c'est un process, un projet d'analyse multicritères, multiréférences, qui analyse la vie du sol. Aussi bien les formes de carbone présentes dans le sol que les formes d'azote, mais aussi les micro-organismes, les enzymes, les bactéries, les champignons. Tout ce qui est dans le sol est analysé, recroisé avec les analyses physiques et aussi les analyses chimiques des oligo-éléments pour, derrière, en recroisant tout ça, donner un conseil vraiment au plus près des besoins des plantes et donc qui sécurise le capital sol qui est l'outil de travail des exploitants. Tout ça avec, je pense, c'est important, le député Dive l'a dit, une idée à avoir au fond de la tête, c'est bien la nécessité de l'agriculture et des productions de grandes cultures dans notre pays. Quand on voit les évolutions géopolitiques qui se passent aujourd'hui, alors qu'on était depuis des années dans une situation où on pensait que la stabilité était faite et qu'elle était énorme, on se rend compte que les besoins de souveraineté sont cruciaux. Si on ajoute à cela tout ce qui est changement climatique qui bouleverse complètement notre vie sur les exploitations agricoles depuis des années, on est les premiers conscients qu'il y a un changement climatique et qu'il faut se mobiliser pour relever le défi du carbone et se préparer à l'adaptation. Tout ça, malgré tout ça, on se doit, nous agriculteurs, de relever le défi de la souveraineté agricole. Et la souveraineté agricole, ce n'est pas que produire de l'alimentation, c'est aussi produire de l'alimentation, la souveraineté alimentaire, mais c'est aussi la souveraineté énergétique, c'est aussi la souveraineté industrielle, parce qu'il ne faut pas oublier que une part non négligeable, en tout cas du grain français, va vers les industries de l'amidonnerie ou autres, qui rentrent après dans la composition des médicaments en pharmacie, dans les cosmétiques, dans les produits du quotidien, dans les textiles, etc. Et donc c'est important pour nous, agriculteurs, de savoir qu'est-ce qu'on a dans les sols, qu'est-ce qu'on doit y apporter pour que ce sol, ce capital, continue de croître et qu'on ait, en fin de compte, qu'on augmente presque la capacité du frigo pour continuer à produire toujours de façon responsable des belles cultures. Merci Jean-Marc. Alors il y a un acteur aussi qui agit sur le sol, il paraît, c'est le machinisme. Et il a été évoqué notamment par le rôle que va jouer, le rôle grandissant de l'intelligence artificielle. Donc Laurent, tu es directeur de Axema. Donc comment, justement, est-ce que les agriculteurs ne vont pas être dépossédés de leur outil justement par l'IA? Est-ce que ça va vraiment les aider? Alors, il va falloir repartir à la base parce que la complexité du sol qui est, au fur et à mesure que l'on travaille dessus, découverte et explicitée, est bien supérieure à la simplicité des machines. Les machines aujourd'hui sont simples, on leur a demandé d'abord de porter, ensuite on leur a demandé de distribuer, puis maintenant on leur demande d'être précises. Mais il y a un mot qui n'a pas été prononcé depuis tout à l'heure, qui est la notion de temps. Et le temps est légèrement en train de s'accélérer, mais il pose un problème parce que le parc des épandeurs, que ce soit d'engrais, d'organique ou autre, est extrêmement important, il est extrêmement simple. Il n'y a absolument aucune intelligence dedans. Et donc faire évoluer ce parc va demander un certain temps. Je ne suis pas certain qu'on ait ce temps devant nous. Cela étant, aujourd'hui, l'intelligence de la distribution, elle n'est pas dans la machine. Elle est dans la tête des agriculteurs. Et la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver un certain nombre de capteurs qui puissent aider l'agriculteur à faire des choix. Et demain, demander à la machine de faire des choix. Ça sera encore une autre étape. Et il est bien important de comprendre que cette simplicité aujourd'hui pose problème. Alors, il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé, qui est que nos machines, comme on leur a demandé d'aller de plus en plus vite, parce que les fenêtres de temps sont de plus en plus courtes,
et d'être plus précises, mais dans le plus en plus vite, on a fait grossir nos machines. Et en faisant grossir nos machines, on les a rendues un peu plus lourdes. Hein, tout à l'heure, tu citais quelques tonnes. Quand on met une machine d'une dizaine de tonnes sur quelques centimètres carrés, c'est un petit problème. J'ai l'impression qu'on écrase un peu la tête des micro-organismes qui sont dans le sol, légèrement. Voilà, donc on parle de tassement des sols aujourd'hui. Donc le machinisme va devoir demain résoudre plusieurs sujets. Le premier, c'est ça, léger. Qu'on le veuille ou non, il faudra que nos machines soient plus légères, qu'on ne perde pas en débit. Et ensuite, que les capteurs... On n'a pas entendu. Qu'on ne perde pas en... Qu'on ne perde pas en débit de chantier. Et ensuite, que les capteurs deviennent de plus en plus fins, dynamiques, parce qu'aujourd'hui, la plupart sont statiques, qu'ils deviennent dynamiques afin que la machine puisse capter l'information et, en direct, faire les réglages associés. Et là, on en vient à l'intelligence artificielle, qui sera l'un des moyens d'avoir la rapidité. Parce qu'aujourd'hui, distribuer mieux, on sait faire, mais si c'est pour y passer 10 fois plus de temps, je ne suis pas certain que ça soit acceptable. Donc l'intelligence sera là pour donner la rapidité, ne pas perdre en débit de chantier et faire en sorte qu'on garde la précision, qu'on l'améliore. Et puis il restera à la fin d'arriver à distribuer peut-être autre chose que de la partie minérale et de la partie organique sous forme de, peu importe, de fumier, de liquide, etc., pour équilibrer les sols. Mais on n'y est pas encore. Il va nous falloir quelques années pour ça. Merci Laurent. Autre agriculteur, Ludovic, avant de te redonner la parole à François, quelles sont tes attentes justement, Ludovic? Est-ce que par rapport à ce qui a été dit autour de la table, ça répond à un certain nombre de tes attentes ou est-ce que tu en as d'autres à exprimer? Un, deux, allez, voilà. Bon, voilà, c'est bon, vous m'entendez? On va changer. Voilà. Oui, tout d'abord, comme disait François et comme tout ce qui vient de dire autour de cette table, ces débats sont très passionnants et on parle de terre, on parle de notre base. Hein, sans la terre, en fait, nous, c'est notre support, qu'on soit en céréales ou mais qu'on soit en élevage ou autre. La terre, c'est le démarrage de tout. On vient de parler de fertilisation, de connaître nos sols, d'outils connectés. Je dirais que le premier outil connecté que l'on doit avoir dans l'esprit de la transmission, comme ça avait été aussi évoqué, c'est avant tout, pourquoi pas une bonne bêche et de bonnes bottes. Parce qu'il faut qu'on reste connecté, nous, en tant qu'agriculteurs, sur notre terrain. C'est le connaître, c'est de savoir ce qu'il y a, c'est de savoir le potentiel. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne terre, il n'y a que des mauvaises ou bonnes pratiques. Et là, à partir de là, on peut adapter notre fertilisation. On doit adapter notre fertilisation économiquement parlant sur la souveraineté alimentaire, sur ce que va être l'agriculture de demain, notamment par rapport à une sécurité du volume, mais aussi sanitaire de nos plantes. Parce qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Nous sommes simples agriculteurs, nous ne sommes pas chercheurs, et on vous fait confiance, nous, parce que c'est par notre portefeuille. Et là, encore une fois, je fais le lien par rapport à ce que peut être les nouvelles réglementations, puisqu'on a eu d'ici quelques années la dissolution du Conseil de la vente. François a montré un outil sur la fertilisation. Moi, j'en ai un autre, c'est celui de la réglementation, qui des fois nous importe sur des zones intermédiaires de l'agriculture en anorexie. Cette agriculture, au bout d'un moment, on doit l'avoir en connexion avec cette bêche et cette botte, avec ce que tu viens de dire, Laurent, avec des outils connectés. Et ça fera notre force de nos marchés de demain. Et bien sûr, je pense qu'il faut y croire. Et demain, si on doit y croire, on doit aussi le transmettre. Merci. François, tu voulais revenir sur un propos? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est insister sur le fait qu'en fait, tout le monde est autour de la table. Et justement, pour accélérer ce pas de temps qui nous est donné, y compris donc les fabricants d'engrais, depuis l'année dernière, on teste tout ce qui est images satellites en direct, notamment avec Yara, avec une application qui s'appelle AdFarm. Et ça veut dire que, en fait, ce que je veux souligner, c'est que tout le monde est vraiment autour de la table pour qu'on avance très vite et que tout le monde se parle. Parce qu'en fait, moi, mon prototype de l'année dernière, c'était de dire comment AdFarm peut communiquer avec telle ou telle marque. Et là, on voit bien que c'est pas chacun qui travaille en silo, c'est vraiment de la transversalité partout. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on attend, que ça continue, que tout le monde se parle. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui peuvent être faites les unes à côté des autres. Il faut vraiment y mettre de la transversalité. Je voulais insister par rapport à ça. Laurent voulait aussi répondre à... Oui, parce que alors ce que tu dis, ça s'appelle l'interopérabilité et c'est le challenge de demain. Alors je vais revenir tout de suite sur l'IA parce qu'il n'y aura pas d'IA si on n'a pas de data. Et pour avoir des data, encore faut-il qu'elles soient sorties des machines,
qu'elle soit centralisée chez un intermédiaire de données, application du Data Act qui arrive cette année, et qu'on puisse derrière les exploiter en masse. Et là, il nous faudra quand même quelques années pour arriver d'une part à organiser le stockage de ces données, alors qui serviront derrière à la recherche, qui serviront à tout un tas de statistiques, et demain d'avoir l'interopérabilité entre les différents systèmes. Alors, il n'y a pas que les machines, les capteurs, les satellites, etc. Et là, on a un peu de travail sur la planche, et ça n'est qu'en étant ensemble, comme le dit François, qu'on y arrivera. Mais je pense qu'il faudra aussi y mettre un petit peu d'argent, on va rester bassement matérialiste. Si à un moment donné, la recherche n'est pas aidée, et pas que la recherche agronomique, aussi la recherche au sens des capteurs et au sens des machines, si nous ne sommes pas aidés à mettre ça en place, ça ne marchera pas et on perdra du temps par rapport aux besoins, parce qu'aujourd'hui, mon constat avec mon grand âge, c'est que le changement climatique galope plus vite que les solutions qu'on trouve. Et on a un petit souci avec ça. Si on ne fait pas attention, on sera rapidement dépassé. Merci Laurent, tu as parlé du temps. Ça me donne l'occasion de te relancer, Christian, justement sur cette notion de temps pour améliorer la santé des sols. Est-ce qu'on l'a bien prise en compte, notamment dans les analyses scientifiques? Dans les analyses scientifiques, on le prend, mais la table ronde ici, elle révèle qu'on a une pensée qui est très synchrone. En fait, on agit aujourd'hui pour bénéficier aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on arrive en même temps qu'on a cette pensée synchrone, parce que les agriculteurs, ils produisent tous les jours, et les industriels, ils produisent tous les jours, ils interviennent tous les jours, mais il faut qu'on ait une projection sur un temps long. Il y a une hypothèse sous-jacente qui n'a jamais été rendue explicite, mais qui est sous-jacente, c'est que le sol, on peut l'améliorer, et qu'on peut l'améliorer relativement vite. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à travailler. De facto, et Jacques l'a dit, en fait, quand on intervient, on peut avoir assez vite, y compris sur des systèmes qui sont très stables, comme les prairies permanentes, avoir une réponse. Et en fait, on doit réussir à travailler la réflexion qu'on a sur le sol en fonction de comment ce patrimoine-là est amélioré pour augmenter les services à relativement court terme, apporter une réponse au changement climatique, parce qu'effectivement, il va nous taper dessus un peu plus violemment que ce qu'on avait anticipé, et un peu plus vite. Et le sol est une vraie réponse. On a une hypothèse qui est plutôt confirmée en science, que si on fait vraiment bien les choses, c'est-à-dire qu'on prend le soin d'apporter, d'alimenter le frigo, c'est Jean-Marc qui parlait de frigo, en fait, c'est plutôt augmenter ce pool-là, le faire tourner plus vite et vraiment bien le gérer, ça va aller mieux. Avec un point d'attention, c'est que plus on va l'alimenter, plus le pool de carbone va être grand, plus le pool d'azote va être grand, donc c'est là qu'on a un réservoir de fertilité, mais le jour où on décrochera et on fera n'importe quoi, à ce moment-là, on décrochera très très vite. Et donc, il faut vraiment avoir une gestion patrimoniale de ça, mais au sens le plus fondamental du mot. C'est quelque chose dont on doit veiller et qui se cultive. On cultive les plantes, mais on doit cultiver le sol. Et je pense qu'on doit vraiment avoir cette vision de temps, cette vision longue. Et je pense que ça figure dans la loi, Julien Dive est parti, mais c'est une notion qui avait été un peu introduite et je pense que c'est extrêmement important. Merci. Moi, je retiens quand même des messages positifs cette table. Delphine, tu vas conclure. Mais je pense qu'il y a quand même déjà, les acteurs se parlent. On voit que les choses évoluent d'année en année. Donc, par rapport à la santé des sols. Non, tout à fait. En effet, on voit ce dialogue permanent, pas seulement aujourd'hui autour de cette table ronde, entre tous les acteurs de l'innovation de l'agriculture. Et à retenir, je pense, de cet échange, c'est que le sol est au cœur de la fertilisation associée. Et que la fertilisation associée qui additionne les savoir-faire de l'ensemble de nos activités et de ces acteurs d'innovation a pour ambition, encore une fois, de trouver un juste équilibre entre les performances agronomiques, entre les performances environnementales et les performances économiques pour les agriculteurs. Et je pense que plus que jamais, on reviendra certainement sur ce sujet encore une fois, mais l'enjeu de la santé des sols et cet enjeu façonne, on l'a vu, a façonné, façonne et façonnera durablement l'agriculture de demain. Merci à tous. Vraiment, je voulais vous remercier. C'était une table très intéressante. J'en profite aussi pour vous dire que vous avez, et je remercie aussi tous les gens qui ont écouté très sérieusement cette table, vous dire aussi que donc tous ces acteurs, vous pouvez aussi mieux expliquer ce que vous faites, comme vous l'avez fait, au grand public, au travers des Journées nationales de l'agriculture qui auront lieu les 6, 7, 8 et 9 juin. Certains d'entre vous participent.
C'est comme les journées du patrimoine, mais c'est pour l'agriculture. Donc partout en France, Axema y participe. Et c'est l'INRAE aussi, c'est vrai, donc et l'UNIFA. Donc il y a beaucoup d'acteurs autour de la table et les agriculteurs, puisqu'il y a 1800 sites qui ouvrent chaque année pendant ces 4 jours. Merci à tous. En plus, on s'est régalé. Et merci au chef.